Salut mon pote, si tu voudrais connaître les différents patterns d'authentification dans une API, alors notre expert du jour va t'expliquer ça. Reste connecté. Roulez! Salut mon pote, moi c'est Tony, je suis développeur. Et si c'est la première fois que tu arrives ici, tu es dans l'émission Let Me Hack Better. Aujourd'hui on reçoit Olivier, un expert en API qui va passer au crible en fait tout ce que j'ai fait dans mon code pour essayer de trouver des failles de sécurité. Donc si tu arrives ici, c'est aussi la deuxième vidéo de cette série. La semaine dernière, on a déjà commencé à discuter avec Olivier, donc je te mets le lien en haut à droite. Petit rappel, Let Me Hack Better, c'est comment toi, en tant que développeur, par le mentoring, tu peux hacker ta courbe d'apprentissage. L'API sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est une API GraphQL avec Node.js et TypeScript et la base de données Postgre. On perd pas plus de temps et on rentre dans le vif du sujet. Go! Je te propose de passer sur diagramme et puis je vais te partager un peu tes concepts d'un point de vue général. C'est pas technique, mais au moins tu peux comprendre d'un point de vue high level où est-ce qu'il faut vraiment aller. L'idée, c'est, comme je t'ai dit, ce que je voulais faire, c'est utiliser ce schéma, enfin tout ça en mode un peu draft, tu vois, comme si on était tous les deux au bureau et on a un board et puis on discute, tu vois. Stylé. Donc, je vais le faire en live, à voir si j'arrive à être assez rapide pour pas que ça paraisse ennuyant. Mais bon. Donc, je commence avec le premier truc que je partage le plus souvent, en fait, d'un point de vue général, au niveau des API, avant de parler des API. C'est, d'un point de vue API, on a trois parties. Donc, la partie, forcément, data. Ok, donc on va mettre comme ci, qui est plus important, du vert, c'est sympa. On a la partie sécurité, okay, qui est aussi ultra importante. Right. On va la mettre en rouge cette fois-ci. C'est ça. Et dernier, tu as la partie consumer experience au final, tu vois, qui est ton React, t'as pas envie qu'il se prenne trop la tête pour avoir accès à trois data, quoi. Tu vois. Ouais. Donc c'est le truc en fait. Donc d'un point de vue général. Donc partout où j'arrive en mission, c'est le premier truc que je partage. Je dis une API, c'est pas seulement de la data. Okay, parce que d'un point de vue dev, c'est de la data. D'un point de vue back-end dev, c'est de la data. D'un point de vue architecture et IT, ils vont parler beaucoup de sécurité, donc ils vont commencer à te mettre des contraintes. Tu vois. Et les front-end devs, ils vont tout le temps prendre la tête pour moi je veux une API avec tout, quoi. Enfin, prends pas la tête. Donc c'est pour ça que tu te retrouves avec ça. Tu vois, tu te retrouves avec un truc qui ressemble à ça. Et comme je dis toujours, l'API qui est valuable. Oh merde, est-ce qu'on peut faire ça? Je vais mettre par-dessus, je pense. Forward. Ouais, c'est quelque chose qui part ici comme ça, au milieu. Enfin, bref. Ok, je capte un peu. Tu vois, il faut être vraiment au milieu, tu vois, ici. Donc je vais mettre une petite étoile. Une petite étoile un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est vraiment être ici, quoi. Vraiment au milieu pour que tout le monde soit plus ou moins content. Et la plupart du temps, tu te retrouves ici, beaucoup dans la data, pas beaucoup de consumer experience ou pas beaucoup de sécurité. Donc la plupart des missions où je vais, les gens sont beaucoup dans cette zone-là. Pas beaucoup dans la zone du milieu ou dans cette zone-là très très rarement. Non, des fois ils sont dans cette zone-là au milieu, mais la consumer experience est juste horrible en fait. Donc je vais enlever ça. Okay. Juste, j'imagine que tu comprends le truc, quoi. Ouais, clairement. Donc c'est pour ça que quand on parle d'API, aujourd'hui, j'imagine que toi, tu es vraiment focus entre tout ce qui est type, comme on l'a vu, avec tes objets et tout, donc ultra carré, clean et tout, dans le côté vert. Et aussi dans la consumer experience, parce que comme tu le disais, tu as envie que le front-end React, ils ne se prennent pas la tête à trop faire de requêtes et tout. Enfin, un truc assez clair. Maintenant, d'un point de vue sécurité,
La vérité, c'est que ça ressemble, là je l'ai mis comme ça, mais c'est que ça ressemble plus à ça. C'est beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en parler au début pour être sûr que tu fasses les bons choix en termes de, on va pas dire d'architecture, mais en termes de technologie, en termes de connectivity et tout ça. Okay. Donc on va parler un petit peu de registration. Alright. Et sur registration, je vais commencer avec deux simples concepts que j'ai vu un petit peu qu'il ne faut pas faire, enfin que j'ai vu dans ton truc qu'il ne faut pas faire. Ok, bon. On va faire ça. On va mettre un truc genre bad practice. Et bad practices. Yeah, you're right. Recommendation. Ok. Ok. Donc, la première bad practice, c'est... Oh, désolé. So, donc, faire une API pour enregistrer tes utilisateurs. Ça, c'est la première chose. Okay. Donc, si on continue, parlons un petit peu du why. Donc, si on dit pourquoi, ben, comme on l'a dit, on a notre front-end qui va se connecter à notre back-end, ok, et qui envoie juste email, passe, vers. Donc ça c'est le premier truc. On va faire ça comme ça. Pas grand chose. Je fais ça. Ouais, ça. Ok, donc c'est ce qui se passe, ok, et puis après tu crées tes utilisateurs. Ok. Le problème de ça, ben, c'est que quand tu vas grossir, les gens vont avoir un peu plus d'intérêt pour ton application. Tu peux te retrouver avec des gens qui veulent utiliser un petit peu tes data, cruncher ou tes mauvaises intentions, peu importe. Donc quand tu dis cruncher, c'est quoi? Récupérer toutes tes datas. Donc, disons que là, tu commences à avoir une grosse base de données, les gens mettent beaucoup de noms, beaucoup de trucs, ben, tu as peut-être quelqu'un qui va refaire un website avec et partir avec toutes tes datas. Quoi. Donc, du cruncher, c'est scraper, cruncher, okay. Aspirer tes données. Okay. Donc ici, tu vas te retrouver ben, peut-être avec un app. Ok. Qui forcément, si tu parles de... Ici, toi, tu as des vrais utilisateurs, mais en vérité, tu peux te retrouver ici avec un bot, en fait. Tu vois. Et lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a juste à faire email pass, il crée un utilisateur, il a un token, c'est parti, en fait. Tu vois. Et je peux même pas imaginer après le nombre de faux utilisateurs que tu auras versus vrais utilisateurs, tu vois. Comment tu fais derrière pour identifier que cet email password là c'est un faux, celui-là c'est un vrai. Tu vois, ça commence à mettre des problématiques en fait ultra importantes. Okay. Donc c'est pour ça que quand je dis que c'est une mauvaise pratique de faire une API pour ça, c'est juste que comme tu vois le ticket d'entrée pour créer un utilisateur est vraiment bas. Donc c'est pour ça que la recommandation, ça va être donc soit partir sur quelque chose de beaucoup plus robuste comme de l'OAuth, ou sinon si tu veux vraiment avoir une API, parce que l'API ça permet aussi d'avoir une expérience utilisateur intéressante. Okay. Donc, c'est ce que j'ai déjà vu aussi dans beaucoup de missions, c'est que les gens veulent pas faire du OAuth avec de la redirection, tout ça c'est chiant quoi. C'est pas sympa pour l'utilisateur et tout, tu veux juste avoir une API où le mec remplit 4 champs et ça se crée. Donc si tu veux vraiment faire ça, il faut vraiment rajouter un autre... ce que je peux faire comme ça. Il faut vraiment rajouter une autre étape qui est importante, qui est l'OTP, comme on dit, l'email de vérification, l'email de vérification. OTP quoi?
Il a dit quoi, Olivier, là? Olivier, il a dit OTP. OTP, ça veut dire One Time Password. En fait, c'est un concept qui consiste à donner à l'utilisateur un password à usage unique, qui fait qu'une fois qu'il l'aura utilisé, ce password ne sera plus valide. Et t'envoies à ton utilisateur un email pour dire est-ce que c'est bien toi? Oui. Et là, ok, tu peux activer son compte. Vois-tu ce que je veux dire? Je vois très bien ce que c'est, ok. Et est-ce que, je vais poser une autre question, je sais que sur Chrome par exemple, il a tendance à essayer de checker la provenance de ton URL. Si le domaine, l'API n'a pas le même domaine que le client. Corse. Ouais, les corses. Est-ce que ça répond à cette problématique-là? Non, pas du tout en fait, c'est pour ça. Parce que, enfin pas du tout, dans le sens où je comprends ce que tu veux dire. Donc le Corse en fait, pour expliquer aux gens, c'est t'as des sécurités natives dans les browsers qui sont que tu ne peux appeler des API que si le backend autorise ton domaine à l'appeler. Donc disons que ici, comment je vais faire ça? Ok, donc ici, tu auras ton front-end qui va, pareil, essayer d'appeler ta registration. Donc, tu vas avoir une première requête qui va être, il va faire un options/sign-in. Donc, le options va permettre au back-end de dire, ok, tu veux accéder à sign-in est accessible en post pour Tony Ando. C'est la première requête qui part dans le browser en général. Exactement, .com. TonyGo.com. Okay. Et après ça seulement. La requête part. Ouais, après ça seulement, si c'est vraiment ici, c'est TonyGo. La requête part. Ok. Ok, donc là, maintenant, je peux commencer à refaire ici. Et ici, là, tu peux vraiment faire ton post. Okay. Maintenant, le truc, c'est que, en vérité, le bot, le bot qui est ici, lui, c'est une application back-end, enfin, ça doit être du Node, du Ruby, du Python, peu importe. Lui, il appelle directement le post sign-in. Okay. Donc, en fait, la sécurité que tu as au niveau du Corse, du browser n'existe pas. Elle est vraiment que du browser. Mais si tu es en dehors du browser, elle n'existe plus, en fait. Donc, c'est pour ça qu'au final, même ton browser, tu peux désactiver le Corse comme tu veux, après ça marche. Ouais. Ok. Donc, donc, au final, c'est une sécurité front-end, ce n'est pas une sécurité back-end. Ok. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, et encore une fois, là, je te parle que de cette méthode-là, ici en haut, parce que c'est ce qu'il y a de plus commun. Maintenant, tu en as beaucoup plus qui existent, mais c'est beaucoup plus corsé. Donc, tu peux parler justement d'encryption et tout ça. Mais pour ton projet, juste réfléchis à soit si tu veux rester en mode email password comme tu fais aujourd'hui, réfléchis à mettre de la vérification derrière, côté backend. Ok. Ou active account. Voilà, exactement. Ou sinon, pars directement sur quelque chose comme de l'Euros, qui lui te permet d'avoir un peu plus de granularité sur comment tu peux vérifier ton utilisateur. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on implémente à minima l'email de vérification. Si dans les choses qui ont été énoncées, il y a autre chose qui te plaît, si toi tu as une autre idée, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, si je reprends un peu ce dont parlait Olivier, en fait, je vais devoir rajouter une partie avant que mon utilisateur puisse consommer mon API. Donc il va passer dans une phase de sign-in. Ensuite, il va devoir confirmer son compte. Et ensuite, il pourra consommer l'API. Donc il va faire sign-in. Ensuite, il devra utiliser un autre endpoint qui va s'appeler confirmation.
et ensuite il va consommer l'API. Alors un petit mot sur la user experience. Pour lui ça va être assez fluide finalement. Il va créer son compte et en fait du coup il ne pourra pas accéder à l'application front s'il n'est pas confirmé. Et donc il va recevoir dans sa boîte mail une adresse, un lien qui va lui permettre de confirmer. Et ce que je vais faire moi c'est que je vais le rediriger vers le front. Dans le front, quand il arrivera, ça exécutera une mutation GraphQL qui sera la mutation de confirmation. Et une fois que ce sera fait, il pourra être redirigé ensuite sur la vraie application et consommer l'API comme n'importe qui. Donc pour ça, si on rentre dans le code, par rapport au travail qu'on a fait tout à l'heure, j'ai rajouté une petite étape qui va être d'envoyer un email. Ok. Pour ça, on va configurer un mailer, je vais vous montrer ça. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer le endpoint de confirmation. Donc le mailer, j'ai déjà commencé du coup à créer 2 fonctions. Donc la lib que j'utilise s'appelle nonMailer. Donc je vous invite à diguer un peu, elle est très reconnue. Et surtout, je trouve qu'elle permet de faire le job très simplement en fait. Donc là, je vais avoir 2 fonctions. La première, c'est ce qui va me permettre de créer ce qu'on appelle le transport. Et pour faire très très simple, le transport, c'est ce qui va me permettre de faire un point send email. La deuxième fonction que j'ai faite, qui s'appelle getConfirmation mail option. En fait, quand on va vouloir faire un send mail avec notre mailer, on va devoir lui passer un objet dans lequel il y aura qui envoie, à qui, quel est le sujet et le contenu de l'email. La seule problématique, c'est que moi ici, je sais jamais qui va être la personne à qui je l'envoie à l'avance. Du coup, j'ai fait une petite fonction qui va créer l'objet. Rien de plus. Donc, vous voyez, c'est 2 fonctions très très simples. Donc l'implémentation, elle va pas être très compliquée. Parce qu'ici, on va se faire une première constante qui va contenir en fait ce que eux appellent ici les mail options. Donc, ça fait mail options. Là, j'ai importé une de mes 2 fonctions hier, donc getConfirmation mail option. Et du coup, là, je vais pouvoir utiliser mon export, l'export que j'avais fait en default, donc email transport. Et donc, email transport va me permettre de faire un send mail. Le premier argument, c'est les mail options, donc j'ai juste à les passer. Et ensuite, je vais passer une callback avec juste un log. Donc ici, si vous n'avez pas suivi mes lives, je fais encore des console log pour le moment. Mais dans une des tâches futures des lives, j'aimerais bien pouvoir mettre un logger un peu plus propre. Donc là, on va pouvoir mettre un console log et on va mettre confirmation. Donc ça, c'est la première chose qu'il y avait à faire. Donc quand je vais m'inscrire, je vais envoyer un email. Donc je fais pas de wait dessus ni rien. Si je fais un await devant ça, il faut que j'attende que le mail parte et du coup je vais perdre un peu de temps. Quand je vais confirmer du coup mon compte, la première chose que je vais regarder, si dans mon user, est-ce que je suis confirmé ou pas. La première chose que je vais faire, c'est de regarder est-ce que mon utilisateur a déjà la propriété confirmée qui est passée à true. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un problème et que le mail a déjà été confirmé. Donc là je vais faire un if user.isConfirmed. On va aller throw une nouvelle. Et si je ne throw pas d'erreur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un await de db.user.update où l'id c'est user.id et en deuxième argument je vais passer en data is confirmed et voilà. Normalement on devrait être bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Possiblement nul. Alors where. Alors il se peut que c'est pas comme ça qu'il... Alors c'est peut-être quelque chose comme ça.
Ouais, je me suis totalement vautré, désolé, ça arrive. Et voilà. Et du coup, je vais avoir mes 2 endpoints. Je vais pouvoir envoyer un email quand je vais me connecter. Et ensuite, quand mon utilisateur sera redirigé sur mon application, il pourra faire la query confirme depuis directement le client Prisma et confirmer qu'il est bien un utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester que tout ça fonctionne. Hop. Donc ici, j'ai préparé 2 petites queries, une de sign-in et une de confirmation. Donc la première, c'est celle-ci. Donc maintenant, je vais récupérer mon token. Mais avant ça, je vais être dans ma boîte de réception. Et ici, on voit bien que j'ai bien reçu un email. Du coup, c'est l'email que j'avais paramétré tout à l'heure dans ma config NodeMailer. Et dans la deuxième ici, je vais remplacer mon token. Donc la query, elle prend aucun paramètre, elle regarde juste dans le token et elle s'occupe d'aller chercher le user elle-même. Et elle me fait passer à true. Donc si maintenant je vais récupérer tous les users par exemple et avoir leurs emails, et bah, du coup ici je me retrouve avec tout mon contenu parce que je suis bien authentifié. En fait, ce qu'on essaie vraiment de faire ici, c'est de faire en sorte que la personne en face, ce soit pas un bot. Et que du coup, on rajoute une étape pour être sûr qu'on n'a pas affaire à un intrus. Et qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui va pouvoir récupérer un access à l'API et commencer à tenter des requêtes, à commencer à faire des attaques. En rajoutant l'email de vérification, on rend ça un peu plus complexe pour lui. Alors franchement, je sais pas si c'est infaillible, je sais pas si ça prend tous les cas. J'ai pas l'impression d'avoir fait le truc le plus robuste, mais j'ai l'impression d'avoir fait déjà un petit pas vers ce qui est quelque chose de plus sécurisé. Une idée d'amélioration, ce serait que l'email de confirmation il soit valable qu'un temps. Et que du coup, au bout de 10 heures, au bout de 2 heures, si quelqu'un retombe sur l'email et qui tente de faire une vérification, ça puisse pas fonctionner. D'ailleurs, si c'est un truc qui t'intéresse, on pourra l'implémenter ensemble, t'as juste à me le demander dans les commentaires et je te ferai une vidéo pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, parce que la semaine prochaine, on finit notre entretien avec Olivier, donc si tu veux pas en rater une miette, clique.